Aujourd'hui, on parle de Tesla. Tesla, c'est une société qui est très à la mode en ce moment, à la mode surtout en bourse, avec une hausse phénoménale ces derniers temps. Puis, alors je vous parle, est-ce que c'est une bulle? Tout d'abord, parlons de la dette. La dette, on voit qu'elle augmente jusqu'à 2018 et qu'après, elle commence à diminuer. Impressionnant, Tesla réussit à faire baisser sa dette. Alors comment a-t-il fait? C'est une des questions à laquelle on va répondre. Et comme on le voit à partir de 2019, 2020, 2021, la dette baisse drastiquement pour devenir cash positif en 2022. Exceptionnel, ça veut dire que Tesla rembourse totalement sa dette et qu'il aura énormément de cash à délivrer à l'actionnaire. Alors, ce qu'on va regarder aussi, c'est l'EBITDA, parce qu'on voit un EBITDA qui monte. Une société comme Tesla, il faut qu'on fasse un ratio de dette sur EBITDA, c'est le plus approprié. Donc aujourd'hui, on est à 2,4, inférieur à 3, donc on est solvable, il n'y a pas de souci. 1,4 en 2020 en estimé, 0,4 en 2021, et pas de dette en 2022, exceptionnel. Bon, moi pour l'instant je vous dis exceptionnel, mais sachez que c'est pas un conseil que je vous donne, parce que tout ça c'est de l'estimation, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir beaucoup de concurrents, une stratégie concurrentielle qui peut être très néfaste pour Tesla. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas du conseil boursier, c'est simplement aller dans l'état, si on trace les tendances, voilà les conclusions qu'on peut tirer. Mais là, on est plus pour aller voir les comptes et voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qui se passe et, euh, et la hausse du prix de l'action. Donc le bilan, je me suis intéressé à trois choses. Dans le bilan, je m'intéresse à trois choses: le cash, la dette et l'equity, capital propre. Donc le cash, 6,2 milliards de cash fin 2019, c'est énorme. Il fait face à de nombreux investissements, donc il est obligé d'avoir du cash. Sachant que ça, c'est avant l'augmentation de capital de 2,3 milliards qui a eu lieu début 2020, 13 février 2020. Donc on peut rajouter 6,2 plus 2,3, ça fait 8,5, 8,6 milliards de cash en février. Dette 13,4, donc à comparer ces 6,3 de cash dans la balance sheet. Donc ça fait en net, je ne l'ai pas noté là, mais on a ça moins ça, 7,1 milliards de dette nette, à comparer avec un equity de 6,6 milliards. Alors on va voir que l'equity group, il est plus élevé si on rajoute les minoritaires. Donc ça, c'est l'equity part du groupe. Si on rajoute les minoritaires, on a 7,5 milliards d'equity pour Tesla, à comparer à 13,4 moins 6,3, c'est égal à 7,1 milliards de dette nette. Donc on a plus de capital que de dette. Le ratio dette sur capital sur dette est positif, ce qui est une situation très saine pour les finances de l'entreprise. Passons au PNL. Donc là, quand on est dans une entreprise comme Tesla, c'est la première chose à regarder, c'est la croissance du revenu. Là-dessus, Tesla se débrouille pas mal du tout. Si je regarde le vente de véhicules, on fait plus 107% entre 2007 et 2018 et plus 13% entre 2018 et 2019. On arrive à 20 milliards de dollars de vente de véhicules et en total revenue, on est à 24,6 milliards. Voilà, bon, des chiffres, ça représente une marge brute de 17% en gross profit. Et donc on voit qu'elle a baissé cette marge brute depuis l'an dernier. On était à 19, l'année d'avant également à 19. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les coûts ont augmenté, mais les ventes n'ont pas augmenté aussi rapidement. On voit de toute manière que la croissance a diminué. Je pense que l'année 2019 pour Tesla, c'était pas une année de croissance. Il y a sûrement un changement, notamment dans les véhicules. On est passé du modèle S au modèle 3. Peut-être que le modèle 3 a cannibalisé les ventes de modèle S. Enfin, on va voir tout ça plus tard. Et puis après, on parle aussi de panneaux photovoltaïques et de stockage un peu plus tard. Sur le revenu net est négatif, presque 1 milliard négatif. Donc on a bien sûr un bénéfice par action qui est négatif
de moins 5 dollars par action. C'est-à-dire que pour une action Tesla qui vaut 725 dollars, on perd 5 dollars. Donc c'est pas très glorieux, mais passons à la suite pour comprendre ce qui peut être intéressant. Capitaux propres. Donc là, bon, peu de gens regardent ça, mais c'est très très intéressant et je voulais vous montrer parce que là-dedans on voit toutes les opérations capitalistiques de Tesla, on voit comment évoluent les capitaux propres. Donc en 2016, 5,5 milliards de capitaux propres. En 2017, 5,2 milliards de capitaux propres. Qu'est-ce qui s'est passé? Une augmentation de capital de l'ordre de plus 1 milliard, des stock options pour plus 0,5 milliards, mais c'est contrebalancé par une perte de 2,2 milliards. C'est pas glorieux au PNL. Donc au final, on bouge pas trop au niveau des capitaux propres. Idem pour 2018, on a une augmentation de capital de 0,3 milliards, des stock options en compensation, donc en salaire pour 0,8 milliards, compensé par idem une baisse en PNL de 1 milliard. Donc on augmente un petit peu les capitaux propres. Toutefois, là où on voit que ça augmente pas mal, c'est en 2019. Donc là, on a une AK, une augmentation de capital de 1,5 milliard, plus une compensation donc des salaires en stock option de 1 milliard, 2,5 milliards en tout, compensé par une plus faible perte de 0,8 milliards, ce qui fait qu'on passe à 7,5 milliards de dollars de capitaux propres. Alors, on termine la revue des états financiers de Tesla par le plus important, le cash. C'est de ça qu'on peut tirer le maximum de conclusions. Donc là, sur 3 ans, bon, je me suis intéressé, et là, vous voyez tout en haut, c'est ce à quoi je m'intéresse en premier dans une société, c'est le free cash flow to the firm. Ça veut dire ce qui reste à la fin pour payer les actionnaires et les dettes. Donc en 2017, moins 4,7 milliards. Donc c'est pas glorieux, ça veut dire on est en train de brûler du cash. 2018, on brûle encore du cash, 1 milliard. Et en 2019, 0 milliard. Donc on est au breaking point. Sachant que tout ça, c'est retraité, comme je vous le dis, des stock options. Hein. Sinon, on est positif de 1 milliard en 2019. Mais je considère que les stock options, c'est du salaire. Donc s'il n'y avait pas de stock options, il faudrait payer les salaires. Donc on serait à 0. C'est pour être plus sur du récurrent, pour avoir une bonne image de ce que génère Tesla comme cash. Donc ça se compose de quoi cette année? C'est 0. Ça se compose de 2,4 de free cash flow opérationnel, donc de cash flow généré par les opérations, donc retraité des 900 millions, 1 milliard de compensation en stock option, moins des investissements pour 1,4 milliard. Bon, on voit que ça s'est calmé, les investissements. Les investissements précédents étaient énormes. On avait 4 milliards d'investissements en 2017, 2 milliards en 2018, 1 milliard 4 en 2019. Alors on sait qu'il y a eu la construction de Shanghai cette année, Gigafactory. Donc ça se calme, mais voilà, je pense qu'on va à la Gigafactory de Berlin et Tesla, enfin Elon Musk a prévu 12 Gigafactories, on en a que 3. Donc je pense que chaque année, jusqu'à 2030, donc chaque année on va en construire une, donc c'est au moins 1 milliard 4 avec tous ces capex réunis. Ensuite financement, donc là il n'avait pas besoin d'argent pour se financer, il aurait pu, il avait déjà 1 milliard positif, donc il a quand même financé avec plus 1 milliard 5 de financement, qui se compose en une augmentation de capital donc de 0,9 comme on a eu 0,9 milliards comme on a vu tout à l'heure dans les capitaux propres, dans la variation des capitaux propres. Après, il s'est endetté de 1,5 milliard, comme on l'a vu également, vous présenter justement cette augmentation de capital qui a eu lieu le 13 février 2020, environ 2,3 milliards, c'est un communiqué de presse. Il a bien renforcé cette situation financière. Autre communiqué de presse, c'est un peu plus tard, c'est le 19 mars, fermeture de l'usine de Fremont, aux USA. Donc c'est là où Tesla fabrique le modèle 3 actuellement. Donc ça va être un temps un petit peu compliqué là pour la production. Mais il a dit qu'il allait mettre à profit cette fermeture pour améliorer les chaînes de production. Donc on va voir comment il va ressortir de la crise. Et enfin, je voulais vous présenter les résultats le 2 avril. Enfin les résultats pas financiers mais de production. Donc on voit une augmentation entre Q1 2019 à Q1 2020 sur le modèle S et X, mais également sur le modèle 3 et Y.
Donc c'est assez notable, hein, parce que c'était pas forcément gagné, mais bon, avec la Gigafactory Shanghai, on imagine que la production va bien augmenter pour répondre à la demande en Chine. Donc au total, finalement, on a une augmentation de 31% de la production entre Q1 2019 qui était très mauvais. Hein, donc on est sur une base assez mauvaise en 2019, mais c'est tout à fait notable en 2020, avec une augmentation de 31% de la production en modèle 3, 39%, seulement 9% en modèle S, X. Donc un peu de théorie, hein, juste pour parler de la dette. Donc on a 7,1 milliards de dettes nettes, comme je le disais, hein, 13,4 moins 6,3 de cash. Donc la dette, c'est normal, hein, Tesla investit beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour analyser cette dette? Habituellement, le free cash flow to the firm des entreprises que j'étudie, hein, est positif. Je n'étudie que des entreprises qui créent du cash, parce que sinon je considère que ces sociétés qui brûlent du cash mais qui ne font pas de croissance n'ont pas d'intérêt. Donc en l'occurrence Tesla, même si le free cash flow de firme était négatif, il n'y a pas de problème parce que, comme je l'écris plus bas, si la croissance des revenus est importante, on peut se passer de la génération de cash parce qu'on sait qu'il y a une génération de cash à venir, ce qui explique le P/E ratio que vous voyez souvent sur les sociétés comme Amazon, Tesla, peuvent monter jusqu'à plus de 100 parfois. Par contre, dans ce cas-là, au lieu d'analyser l'endettement net sur free cash flow de firme, comme je fais habituellement, pour lesquels donc je veux avoir un ratio inférieur à 5 et idéalement inférieur à 3 pour les sociétés qui génèrent beaucoup de cash. Au lieu de faire ça, donc là, le free cash flow de firme aussi, je voulais vous dire, c'est le free cash flow opérationnel moins l'investissement. Et dans l'investissement, j'entends les capex hors acquisition, parce que les acquisitions, c'est de la croissance externe. Je peux pas le prendre en compte puisque ça va apporter également du free cash flow opérationnel. Donc il faut comparer les choux avec des choux, hein, pas des choux avec des carottes. Et enfin, comme je disais, il y a l'endettement net sur EBITDA qui est plus adapté pour Tesla. Donc celui-là, en termes de solvabilité, il faut qu'il soit inférieur à 3. Donc là, pour Tesla, comme je disais tout à l'heure, je vais vous remontrer, on est largement inférieur à 3 et on va devenir même négatif en 2022 si les estimations se poursuivent comme les analystes l'entendent. Et avec avec un free cash flow to the firm inférieur à 0, ce que j'attends, c'est une croissance supérieure à 30%. Alors, je ne vais pas dire que 20%, c'est rédhibitoire, mais 30%, c'est parfait, c'est des entreprises comme Amazon début 2000, une entreprise qui, de toute manière, généreront du cash à l'avenir, dans lesquelles il y a peu de risques à investir. Donc encore une fois, ce n'est pas un conseil boursier, nul ne peut lire l'avenir, ce ne sont que des lectures de comptes pour vous donner les billes pour faire votre propre analyse. Enfin, je voulais en venir à des choses plus opérationnelles. Et là, ça va vous éclairer par rapport aux chiffres financiers qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Maintenant, on n'est plus sur les chiffres des dollars, on est sur des voitures, sur des panneaux solaires, des superchargeurs, des livraisons, des nombres de jours d'inventaire, de stock donc. Donc commençons par la production et après on va passer à la delivery, donc à la livraison. Production. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre tout à droite, c'est la croissance. Hein, je vous ai dit, je veux du supérieur à 30%. Donc là, on est year over year, donc 2019 vs 2018, 42% de hausse pour le modèle 3. Mais on voit que ça cannibalise le modèle S et X. Bon, ce n'est pas que la cannibalisation, c'est que 2018 a été exceptionnel pour le modèle S, et notamment du fait d'une hausse très importante fin 2018 liée à la fin d'avantages importants aux États-Unis sur l'achat de véhicules électriques. Et on voit d'ailleurs avec une baisse drastique Q1 et Q2 2019 pour le modèle S. Hein. Donc en effet, c'était un très mauvais trimestre
c'était le pire trimestre, hein, je pense, Q1 2019 de ces derniers temps. Mais par la suite, donc le modèle 3 est monté en puissance et on arrive à 87 000 modèles 3 livrés Q4 2019, plus 44% par rapport à Q4 2018 qui était pourtant qui est déjà pas mal. Donc là, je peux vous dire que ça, c'est un succès commercial. Donc, et ça, c'est qu'avec une usine, parce que l'usine de Chine a commencé à produire les modèles 3, si je ne me trompe pas, début janvier. Donc ça veut dire que là, si on rajoute l'usine chinoise, et si on dit qu'un jour l'usine chinoise produit à la même vitesse, on fait x2. Donc bon, en gros, le annualized total vehicle production rate, donc le taux de production annualisé à l'usine de Fremont aux États-Unis, il est de 415 000 voitures. Donc on est sur une bonne production, hein. Ça veut dire que si on rajoute la Chine, on peut être à 800 000. Bon, on verra. Ça dépend de la capacité de Elon Musk à scaler sa production en Chine et plus tard à Berlin. Ensuite, livraison. Livraison, en fait, on est donc là sur les SX, on est proche de ce qui est produit. Toutefois, on voit qu'on livre plus qu'on ne produit Q4 2018, ce qui fait qu'on a des stocks bas. Par contre, on voit qu'on produit plus en Q1 2019 qu'on ne livre. Donc, je vous ai expliqué hein, que tout le monde a voulu acheter des voitures fin 2018 pour profiter des avantages fiscaux aux États-Unis. Et donc, on a une hausse très importante du stock. Mais ça s'est vite résorbé. La demande est arrivée. On livre plus 77 000 qu'on ne produit 72 000. 79 vers 79 égale. Par contre, on livre 92 600 en Q4 2019 vs 87 000 produits, ce qui fait qu'on arrive à au plus faible stock de Tesla jamais connu, c'est 11 jours de production, fin 2019. Donc là, il va falloir produire, clairement. Donc ça arrange pas Tesla, cette fermeture de Fremont en mars, parce que je pense qu'il était peu de stock. Donc ensuite, on parle de solar, de storage, donc de batteries qu'on met dans les maisons pour stocker l'électricité. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces chiffres-là, hein, moins 26 pour le solar déployé et plus 136 de stockage de batteries. Donc ce qui est important, c'est que ça augmente toujours. Mais on voit que sur l'année, c'est pas bon pour le solaire, mais sur le Q4, donc si entre le Q3 et le Q4, on a une augmentation. Donc en fait, l'année n'a pas été bonne, mais la fin de l'année se rattrape, donc on est sur une bonne tendance. Voilà, donc c'est flat, hein. En gros c'est plat. Par contre, sur le stockage, on voit x2 entre Q4 2018 et Q4 2019. Donc tout ça c'est très intéressant, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ça c'est très intéressant, hein. On voit qu'on est passé de magasins à des services, des livraisons en on-air, comme ils appellent, des livraisons sans magasin, plus 81% de livraisons directement chez l'acheteur. Donc ça, c'est la nouvelle méthode de livraison de Tesla. Donc ça, c'est excellent, notamment avec les magasins et concessions qui ferment avec le coronavirus. Et enfin, les superchargeurs. Donc ça, c'est le nombre de superchargeurs installés. Et donc ça augmente. En taux, on fait plus 28%. Donc on peut dire que le déploiement du superchargeur est en marche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les KPI, sur donc les indicateurs de production. Donc ensuite, on va s'intéresser, et c'est pour finir, pour que vous ayez une vision du business de Tesla, parce que on croit qu'il n'y a que des voitures, mais non, il n'y a pas que des voitures. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la voiture autonome, hein, donc dans le full self-driving, où on en est dans l'autopilote. Alors, Tesla, il a fait 3 milliards de miles, donc multiplié par 1,6, ça fait 4 milliards de kilomètres en mode autopilote avec l'ensemble de ses conducteurs, l'ensemble de ses clients plutôt, ce qui a permis de récupérer des datas pour améliorer cet autopilote. Et maintenant, on veut passer, donc ça c'est l'autopilote mode, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière le volant,
qui surveille, qui reprend, et ça marche sur autoroute. Et le full self-driving, ça c'est partout. Et là, on en est en plein déploiement. Ça commence à prendre. Bon, ça marche pas mal. Il y a eu des petits couacs, c'est normal, ça avance. Moi, je suis pas mal ce business-là et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Je pensais pas qu'on y arrive. En fait, j'étais persuadé que c'était un rêve, et que c'était impossible. Mais en fait, Tesla le fait. Il n'y a pas que Tesla, je pense, mais enfin, le business de Tesla dans ce domaine-là, il va être plus que florissant parce que en fait, ils ont trouvé la méthode pour faire marcher une voiture toute seule. Bon, bah, il faut s'améliorer, bien sûr, mais d'ici quelques années, les voitures arriveront toutes seules. Je voulais vous présenter juste un graphique qui est très important, le plus important, hein, c'est la supériorité technologique de Tesla dans les batteries et dans les moteurs électriques. Donc là, c'est une comparaison entre SUV et on voit que Tesla arrive à faire 4 miles, donc plus de 6 km par kilowattheure, là où ses concurrents ne font que moins de 3 miles, ce qui fait qu'avec cette efficacité, il a une meilleure autonomie, bien sûr. Donc là, il y a une supériorité indéniable. Il doit investir beaucoup dans ce domaine-là. De toute manière, c'est le nerf de la guerre, c'est l'autonomie. Enfin, on passe aux deux autres business de Tesla actuels, parce que il n'y aura pas que ça dans le futur, d'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a le stockage de l'énergie le et, en tout cas pour l'instant, il y a le stockage de l'énergie et on voit que ça se déploie plutôt pas mal et les panneaux solaires posés sur le toit. Donc chose promise, chose due, lettre investisseur. Donc on va commencer par celle de Q4. Donc Q4, c'est là où on va voir, c'est de là qui est tiré beaucoup de choses que je vous ai racontées. Ah oui, on voit également, c'est très intéressant, c'est toutes les usines, donc Fremont et Shanghai qui sont actuellement en service. Quel modèle est en cours de production? Donc là, vous avez les modèles S, X, 3, Y à Fremont et le modèle 3 actuellement à Shanghai. Et en construction, donc des facilities pour construire le modèle Y. Berlin, c'est en développement, prévu pour l'an prochain. Donc ils ont trouvé des bombes sur le champ, que c'est un peu ralenti, hein, les bombes de la guerre mondiale. Et ensuite, bien sûr, North America, le semi de Tesla qui est prévu pour cet été, pour juillet, et le Cybertruck l'an prochain à minima. Voilà, donc on voit bien hein, que les deliveries, c'était du North America et maintenant ça va être le monde. Donc à partir de 2019, l'Europe, la Chine et 2020, je pense que la Chine va prendre une part beaucoup plus importante. Et ce que je voulais vous montrer, c'était donc les photos d'usine, c'était donc au milieu là, vous avez le free cash flow. On voit que depuis le Q2 2019, le Q1 il était très mauvais, je vous l'ai dit. Le Q2, après c'est le Q2, le rouge, le free cash flow, tout de firme est positif. Ça veut dire qu'il génère du cash structurellement avec son activité. Et le net income, alors ça c'est très intéressant. On a atteint le break-even là fin 2019, net income positif. Et donc, ce qu'il annonce, c'est que dorénavant, il veut avoir du net income positif chaque quarter. Et après, vous avez les véhicules delivery. On voit qu'il y a une croissance des deliveries chaque quarter avec la baisse du premier trimestre 2019, effet fiscal US. Enfin, pour terminer, et là, c'est savoir est-ce que Tesla est une bulle ou pas, est-ce que c'est surévalué? Et je pense que ça va être compliqué de répondre à la question. En tout cas, c'est pas sous-évalué et ça coûte cher. J'ai comparé les 134 milliards de dollars de market cap de Tesla avec Ford et General Motors. Si je regarde Ford, c'est 19,4 milliards. Donc, très peu à côté. General Motors, c'est quand même un peu plus, 31,4 milliards. Donc, ça veut dire que Tesla, c'est 3 fois plus, ou 4 fois plus, pardon, de market cap que General Motors. Bon, c'est pas la même croissance, on est d'accord.
Toutefois, 134 milliards de market cap à comparer à 7,5 milliards de capitaux propres dans les comptes, il y a quand même une différence. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et là c'est la conclusion, il faut comparer ces 134 milliards de market cap avec le free cash flow que Tesla va produire dans les années à venir. 4 milliards divisé par 133 milliards, ça fait du 3%. Donc en gros, Tesla, le rendement en free cash flow, c'est du 3%, ce qui est pas mal, surtout qu'il n'y a pas de dette, donc il n'y a aucun risque. Ça sera du investment grade, d'ailleurs ça l'est déjà avec un ratio de 1,4 en 2020, ça devient du investment grade. C'est mieux enfin c'est aussi bien que toutes les boîtes comme Nestlé et 0,4 en 2021, n'en parlons pas. Bon, bah après cash positif. Donc ce que je peux vous dire, c'est que on aura un rendement, si l'estimation est bonne, on aura un rendement de 3%, c'est pas énorme. Toutefois, si ça continue et si on arrive à 8 milliards, ça fait du 6%. Donc bon, d'ici là, l'action, on verra son comportement. C'est cher, Tesla, c'est cher, 134 milliards de market cap alors qu'on a 7,5 milliards de capitaux propres. Ça veut dire que c'est vraiment une société en forte croissance et dont on attend une encore plus forte croissance. Mais c'est pas injustifié. Hein. Ça peut être. Moi, je ne donne pas de conseils boursiers. C'est cher, très cher. Mais pour ceux qui disent que c'est une bulle, je suis pas d'accord avec eux. Voilà, c'est la conclusion. À la prochaine.